Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Northern Law, je suis Lawrence et aujourd'hui dans l'épisode 2 de l'observation des aurores boréales, nous allons parler de la couverture nuageuse ainsi que de la pollution lumineuse. Alors commençons tout de suite. En ce qui concerne la couverture nuageuse, l'application que je conseille c'est Clear Dark Sky. L'application Clear Dark Sky, ce que ça permet, c'est d'avoir une bonne idée de la couverture nuageuse qu'on peut avoir à l'emplacement d'observation des aurores boréales. Cette application-là, en réalité, est un bon aperçu pour savoir aussi, mettons, s'il va y avoir du brouillard ou il va y avoir d'autres couvertures nuageuses comme, mettons, la visibilité, la scintillation et autres. Puis en deuxième plan, ce que je conseille comme application comme second degré, ça serait Vent2Sky. En réalité, Vent2Sky, c'est une application qui permet de savoir s'il y a, si les CRT, c'est plus par rapport au déplacement des nuages. Le déplacement des nuages, c'est vraiment important à savoir parce que ça permet de savoir s'il faut changer d'emplacement en plein milieu d'une observation ou autre parce que les nuages commencent à se déplacer vers où est-ce qu'on est. L'application que j'utilise pour la pollution lumineuse est l'application Light Pollution Info. Cette application permet vraiment d'avoir un aperçu de la pollution lumineuse que vous avez à l'emplacement d'observation des aurores boréales, ainsi que la pollution lumineuse sur l'horizon nord, qui permet de savoir s'il y a de la pollution lumineuse en réalité à l'emplacement que vous souhaitez avoir par rapport à l'observation des aurores boréales. Dans le sens que s'il y a de la pollution lumineuse au nord, ça va empêcher la visibilité des aurores boréales, ce qui va empêcher de faire une observation de succès parce qu'en réalité, les aurores boréales vont être cachées par la pollution lumineuse. Alors commençons tout de suite par les deux applications de couverture nuageuse et finissons par la pollution lumineuse. Bon, maintenant, pour la couverture nuageuse, on va commencer par le site web cleardarksky.com. Donc, regardez, si vous tapez cleardarksky.com dans la barre de recherche, vous allez arriver sur ce site-là. Ce qu'on veut, c'est aller sur le premier bouton qui s'appelle Clear Sky Charts. Clique dessus. Puis, on descend en réalité en bas. Là, il y a toutes les sections en réalité au Canada, États-Unis, Mexique, Bahamas, etc. Ce qu'on veut, c'est le Québec. Et on veut la carte. Hop. Ensuite, là, ce qu'on a, c'est la carte du Québec. Donc là, mettons, on va faire un exemple. On va aller, mettons, en ce moment, je suis situé à Sept-Îles. On va faire, mettons, Sept-Îles. Là, on trouve en réalité toutes les informations par rapport à la couverture nuageuse, puis après ça, la transparence, la visibilité, la noirceur, la fumée, s'il y a de la fumée, le vent, l'humidité, puis la température. Donc là, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la couverture nuageuse. Donc, admettons, comment que la règle se lit, c'est admettons, ça c'est 14 heures, 15 heures, 16 heures, etc. Donc, admettons, si vous faites une observation la nuit, 22-23 heures, donc regardez, 60% de couverture nuageuse. Mais là, mettons, ce soir, on ne dirait pas faire d'observation parce qu'il y a 60% de couverture nuageuse, mais il est marqué Too Cloudy to Forecast dans la transparence, dans le sens qu'il y a trop de nuages pour qu'on puisse avoir de la bonne visibilité, pour qu'on puisse observer les étoiles. Après ça, il y a la visibilité. Là, comme on voit, mettons, la visibilité est 2 sur 5, donc elle est pauvre. C'est poor. Donc c'est sûr que ça serait pas un bon moment pour faire l'observation des nuages. Puis la noirceur, ici, ça. Admettons, la nuit d'après, la nuit du lundi au mardi, admettons, on aurait le ciel à 10% de nuageux, donc ça serait parfait pour l'observation. La visibilité serait quand même un petit peu plus basse que la moyenne, below average, mais ce serait quand même suffisant pour qu'on puisse avoir des belles observations. La visibilité est quand même à 3 sur 5. La noirceur, c'est ça. La noirceur, ça affiche vraiment quand que le soleil se couche. Genre, mettons, de la luminosité. Là. Puis quand c'est la nuit complètement, ça l'affiche ça. Mais il y a d'autres sites pour avoir des informations plus sur l'heure du coucher du soleil et la nuit et autres. Ensuite, la fumée. Mettons, ils disent qu'il n'y a pas de fumée, donc c'est parfait pour l'observation. Il n'y aura pas de problème de visibilité avec la fumée. La vitesse du vent, on est avec du vent de 9 à 18 km/h, donc ça ne dérange pas vraiment. L'humidité, le seul problème, c'est que l'humidité est quand même assez élevée, donc ça peut être problématique si, mettons, vous avez une caméra et que vous n'avez pas de bande chauffante pour enlever l'eau les gouttelettes qui se déversent sur la caméra, ça peut être un petit problème. Puis la température, ça c'est juste pour avoir une idée générale, il va quand même faire chaud entre 15 et 20 degrés la nuit. C'est impressionnant. Euh, Ensuite, comme deuxième site web pour la couverture nuageuse, c'est Vent2Sky. Donc regardez si vous allez sur le site web vent2sky.com. Vous apparaissez ici. Là, vous voyez, mettons, là, ici, on a la sélection de toutes les options que vous pouvez choisir. Là, celle-là qui nous intéresse, nous autres, c'est Clouds. Donc là, en réalité, comment ça fonctionne, c'est, mettons, ici, on est à cette île. On va faire l'observation à la pointe de Moisy. Un bon endroit pour faire l'observation. Ici, on a une barre de temps. Là, mettons, là, on voit ici que c'est 90% de pollution, pas de pollution, pardon, de couverture nuageuse.
Si, admettons, on avance les heures, parce qu'en bas, il y a la barre de temps. Donc, vous pouvez voir l'évolution des nuages. Admettons, on va essayer de regarder à 11 heures le soir. Donc, comme vous voyez, ils disent 30% de couverture nuageuse, parce que si on regarde le déplacement des nuages, autour de 5 heures, 6 heures, 7 heures, ça augmente tranquillement pas vite, les nuages se tassent. Donc c'est ça, il y a quand même peu de pollution, il y a peu de nuages, mais ça c'est un deuxième site web à rater pour avoir de l'information. Moi je me fierais pas à ça tout le temps, rater, c'est juste pour avoir une bonne idée générale de si les nuages se déplacent vers nous. Donc là mettons, on dit à minuit, 1, 2 heures. Donc rater, ils disent qu'il va y avoir un dégagement nuageux selon eux autres, selon ce site web là. Mais je vais juste regarder. Donc, plus en règle générale. Ouais. Là, il va comme avoir une dégagement nuageuse, comme une bande nuageuse plus haute. Qui va comme faire en sorte qu'on va peut-être avoir un dégagement. Moi, je me fierais pas trop à ça. C'est comme un deuxième site web pour donner une idée s'il va y avoir des nuages. Le premier site web, c'est vraiment de se fier à Clear Dark Sky, puis admettons, il dit qu'il y avoir moins de nuages, mais moi, je me fie pas tant à ça. Rendu là, il faut juste sortir si vous voulez vraiment tenter le risque, mais moi, je me fie souvent à Clear Dark Sky, puis si jamais Clear Dark Sky, ils disent que c'est pas bon, je regarde ça là pour être sûr que, mettons, les deux se contredisent pas. Puis s'ils se contredisent, ben, il faut plus se fier à Clear Dark Sky qu'à Ventus Sky. Puis là, mettons demain. Ce site web-là, il bug par contre. Il me téléporte n'importe où. Là, mettons, là, on est lundi à 8h, 11h. Ben, il y a quand même la pollution lumineuse qui cache. Pas la pollution lumineuse, la couverture nuageuse qui va cacher la pointe de moisie. Donc, peut-être que demain, il y aurait des chances. Admettons, si vous tassez vers plus. Comment ça s'appelle? La ZEC de Matamec. Mais la pointe de moisie, ce serait pas une bonne soirée pour l'observation. Donc là, maintenant, on est rendu au point de regarder la pollution lumineuse. Donc là, ce qu'on va, c'est sur le site web lightpollution.info. Light Pollution Map, pardon. Ça se trouve sur la barre de recherche. Là, vous arrivez sur le site Light Pollution Map. Donc là, la première affaire qu'on va faire, ça va être à droite, d'aller dans World Atlas et de choisir la dernière version, celle-là la plus actuelle. VIRS 2021. Donc là, mettons, par exemple, je suis à cette île. À cette île, mettons, toute la zone qui est comme trop lumineuse, mettons le 73 de pollution lumineuse, c'est vraiment pas bon. Ben, faut essayer d'éviter cette zone-là. Ce qu'on veut, c'est avoir une zone où il n'y a pas de pollution lumineuse au nord. Quand tout ce qui est dans la direction nord, mettons ici c'est en direction nord, ben, faut être dans une zone où est-ce que la pollution lumineuse au nord est minime. Mettons à Pointe-les-Moisies, c'est excellent parce qu'il y a 0,00 de pollution lumineuse au nord. Donc la station des aurores boréales va être très bonne. Ben, il y a un petit peu de pollution lumineuse, ça ne dérange pas. Là, ça, c'est de la pollution lumineuse, c'est du 0,80. C'est pas dérangeant. Puis tout ce qu'il faut éviter à rater, c'est justement les zones où est-ce que la pollution lumineuse au nord cache. Moi, je vous dirais que le taux tolérable de pollution lumineuse qu'on peut avoir, c'est autour de 2. Au-dessus de 2, ça commence à être problématique. Que toute la zone en verte, admettons ici, ça peut être genre limite pour faire l'observation des aurores boréales. Puis tout ce qui commence à être dans la zone jaune, ça va peut-être caché par la pollution lumineuse. Regardez, ça fait 11, admettons, la pollution lumineuse dans une zone. Fait que, admettons, ce quartier-là, c'est impossible d'avoir les aurores boréales parce que ça va être caché par la pollution lumineuse. Sauf si elles sont très fortes, là, ça peut être possible de les voir par chance. Donc là, mettons, on va faire un autre emplacement qui va donner une idée. Mettons, on est ici, là. Mettons, on s'est mis sur la pointe noire. On est ici. Ça risque d'être problématique parce qu'en réalité, toute la zone ici est la pollution lumineuse. Donc ça peut cacher les aurores boréales. Puis vu qu'on n'est pas assez loin de la zone de pollution lumineuse, ça peut le cacher. Donc tout ce qui est au nord, tout le temps se situer au sud. Il faut que tout ce qui est pollution lumineuse soit au sud de nous. Quand on regarde les aurores boréales. Là, on va faire un autre exemple. Donc, Montréal. Moi, mon autre maison est dans le coin de Terrebonne. Je vous dirais qu'admettons, tout ce qui est ici peut commencer à être problématique, mais admettons, si vous montez, mettons, à la hauteur des rocs de la Chigan, si vous mettez, admettons, dans les rangs ici, là, par exemple, ça devrait être pas si pire parce que c'est à 1.40, 1.50.
Puis la pollution lumineuse était quand même assez loin. Donc toute cette zone-là ici, c'est quand même peu pollué niveau pollution lumineuse. Donc ça peut être un bon endroit pour observer les aurores boréales. Mais si attends, vous vous mettez ici, et vous ne verrez pas l'aurore boréale parce que Joliette va justement cacher toute la luminosité avec 92 d'indice de pollution lumineuse, ce qui est vraiment très élevé. Un autre exemple aussi, à Mont-Mégantic. C'est trop tic. Chercher. Ah, c'est ça. Mont-Mégantic. Regardez, même si Mont-Mégantic ils ont diminué la pollution lumineuse, c'est quand même 16,30. Quand même un petit peu de pollution lumineuse. C'est pas suffisant pour cacher. En fait, si vous mettez plus à l'extérieur du village, de petit village, que vous allez quand même avoir 0,70 autour. Puis ici, l'avantage, c'est qu'autour de Mont-Mégantic, autour, il n'y a aucune pollution lumineuse. Il y a 0 T. Donc, je mets ici, 0, 0. Toutes les zones avec la pollution lumineuse peuvent cacher. Mettons, si vous êtes au sud de Québec, vous n'allez pas rien voir. Mais si vous allez au nord, mettons ici, là, vous allez être avantagé parce que vous n'avez pas de zone de pollution lumineuse au nord. Pour terminer, juste vous dire aussi, il y a des sites d'observation déjà tout prédéterminés sur le site web, sur le document, mais aussi sur la page Facebook Alerte aux aurores boréales et Aurore du Québec aussi, je crois. Puis, ces sites-là donnent déjà des sites d'observation qui ont déjà été utilisés pour, pour les aurores boréales. Donc, attends, il y en a un qui est plus au général au Québec, si je me souviens bien, puis un plus dans la région de Montréal. Puis ces sites-là, c'est des sites d'observation qui ont déjà été utilisés pour voir les aurores boréales, justement. Mettons Saint-Roch de la Chigan, on peut voir une belle ligne d'aurore boréale. Plus que vous montez, plus que vous pouvez en voir facilement parce que vous êtes plus au nord. Il y a moins de pollution lumineuse. Comme mettons ici à Sainte-Béatrix. Super beau spot. Donc mettons, ça c'est vraiment des sites déjà tout recommandés. Bien évidemment, il faut respecter les règles quand on va dans ces sites-là. Donc pas, mettons, faire de la lumière pour rien, pas amener de la bière, pas se saouler la gueule quand on regarde les aurores boréales. Puis respecter les lieux, faut faire de bruit. Essayer de faire le moins de bruit possible. Puis c'est ça, pas déranger les gens autour. Mettons, vous pouvez voir, mettons, Matane 1, Matane, dans Saint-Ulrich, vous voyez, super beau spot pour voir les aurores boréales. Donc c'est ça, il y a des sites déjà tout prédéterminés. Mettons, moi j'en avais acheté quelques-uns à cette île justement. Mettons ici, le Grand Champ. C'est un super beau spot pour voir les aurores boréales. Il y en a aussi, ici, Belvédère du lac d'Aigle. Voilà. Que ça, c'est des petites idées. Ça vous donne des idées d'endroits où est-ce que vous pouvez faire l'observation. Mettons, l'aéroport de Cécile, il y a quand même un petit peu de pollution lumineuse à gauche. Mais vous pouvez super bien voir les nuages noctulescents. Là. Regardez la belle photo. Puis Pointe-Némoisie. Super beau spot. Nuages noctulescents. Aurore boréale. Donc vraiment, ça c'est the best of the best là, dans le coin de cette île. Merci de m'avoir écouté. Donc, la prochaine vidéo va comporter un sur le Soleil et ses composants. Qu'est-ce qui génère les aurores boréales, justement, donc les trous coronaux ainsi que les éjections de masse coronale. Puis, on va apprendre justement les types d'explosions générées par le Soleil et autres. Donc, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.